Bonjour à tous, en mars nous allons ensemble ausculter, disséquer, radiographier l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. 2, 3. Vous avez 96 de patients ambiants. Cet établissement soigne aussi bien les patients civils que militaires 24 heures sur 24. Nos caméras filmeront le quotidien souvent sous pression du personnel médical. À l'image de l'activité incessante de cet hôpital, ce numéro illustrera l'engagement permanent des militaires impliqués dans la protection du territoire et de la population. À Bégin, nous retrouvons l'ensemble des services cliniques médicaux et chirurgicaux, y compris un service des urgences où nous nous trouvons. Parmi eux, un anesthésiste réanimateur et un infirmier témoignent de leur expérience au sein d'une antenne chirurgicale, parfois au plus près des combats. Déployées sous tente ou dans un bâtiment en dur, les antennes chirurgicales permettent d'opérer ou de traiter un soldat blessé pour le stabiliser avant son évacuation grâce à une équipe légère de 12 spécialistes de la réanimation et de la chirurgie de guerre. On a un matériel tout à fait adapté à la chirurgie de guerre et à la prise en charge du polytraumatisé. Et on a pu le constater en particulier sur le conflit afghan, les antennes chirurgicales ont été capables de prendre en charge des patients très grièvement blessés et de les stabiliser afin qu'ils puissent être rapatriés sur la métropole et sauvés. 1 gramme d'augmentin. Le format de l'antenne fait qu'on a une proximité avec le bloc opératoire qui est très intéressante. Et le quotidien du travail pour un infirmier comme moi en antenne, c'est la gestion de l'hospitalisation et la prise en charge au niveau du déchocage lors de l'arrivée des blessés en coordination avec l'ensemble de l'équipe de l'antenne. D'abord pris en charge dans un poste médicalisé proche de la zone de combat, le soldat peut ensuite être opéré ou traité au sein de l'antenne avant un acte chirurgical plus lourd en hôpital ou avant son évacuation sur le territoire français. Autant d'interventions médicales pratiquées dans un environnement parfois dangereux. Quand on était en Afghanistan, on s'est retrouvé de façon quotidienne à travailler au bloc opératoire avec une arme à la ceinture. Et c'est vrai que ce n'est pas une situation habituelle. L'hôpital a subi des attaques. Et c'est sûr que dans ces moments-là, il faut savoir aussi réagir et prendre les bonnes décisions pour se mettre soi et ses personnels en sécurité. Et la force de l'équipe va être l'adaptation. Les antennes chirurgicales offrent également une aide médicale à la population lors d'opérations humanitaires ou dans les zones de conflit, comme actuellement au Mali ou en Centrafrique. L'intervention chirurgicale n'est pas terminée, mais nous sortons du bloc. Fonctionnel et moderne, les 10 salles d'opération de Bégin peuvent accueillir des patients en continu. C'est l'un des 4 établissements du Val-de-Marne à pouvoir pratiquer la chirurgie en nuit profonde. Et le temps de cette opération, je vous emmène dans l'océan Indien, à Mayotte, où la Marine nationale est mobilisée 2 jours comme de nuit dans la lutte contre l'immigration illégale. Regardez. Mayotte. Des marins partent intercepter une embarcation d'immigrés à quelques nautiques des côtes mahoraises. Tous les jours, ils sont des dizaines de clandestins à tenter de gagner les terres de ce nouveau département français. Aussi, la Marine nationale, avec d'autres administrations, participe activement à la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une lutte de tous les instants. Nous disposons donc de plusieurs moyens. Le socle, c'est un dispositif radar qui est exploité et tenu par la Marine nationale. 24 heures sur 24, la surveillance est assurée au PC de l'action de l'État en mer. L'idée de manœuvre, c'est de détecter un écho, de s'assurer que cet écho est un kwassa, donc un bateau de clandestins. Ensuite, nous devons lancer l'intercepteur, le guider, de jour comme de nuit. Donc l'intercepteur doit filer à 40 nœuds parce que les distances sont très courtes et que les passeurs peuvent naviguer à 15-20 nœuds. Donc cette interception se fait en général dans des conditions un petit peu difficiles, puisque les gens que l'on récupère sont des pauvres qui viennent des Comores, qui sont dans des situations sanitaires déplorables. Donc il faut absolument les prendre en charge. 9 hommes plus un passeur, 9 hommes plus un passeur. Total 24.
Ramenés à terre, les immigrants sont pris en charge par les services médicaux, puis suivent la procédure judiciaire de reconduite aux frontières avant d'être rapatriés aux Comores. En 2013, la marine a ainsi intercepté près de 440 embarcations et plus de 9600 clandestins. La lutte contre l'immigration clandestine est ainsi à Mayotte une des missions principales de la Marine nationale. Bonjour monsieur. Alors, je crois qu'il faut s'équiper, c'est ça? L'hôpital Bégin est doté de 2 chambres d'isolement à basse pression. Nous y retrouvons le professeur Rapp. Il est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. On est paré là. Voilà. On peut y aller? Le principe du secteur d'isolement des maladies infectieuses, il s'inscrit dans le cadre du circuit du contagieux où le patient est admis directement dans une entrée spécifique à partir des urgences et il arrive dans ce secteur d'isolement avec une équipe dédiée de soignants et un matériel à usage unique. Et il est en dépression négative, c'est-à-dire que les microbes ne peuvent pas sortir de sa chambre, ce qui évite la contagion du milieu extérieur. Alors, dans ce secteur d'isolement, nous plaçons essentiellement des malades hautement contagieux, comme par exemple la grippe aviaire, le coronavirus, les tuberculoses multirésistantes, et ça pourrait être également des fièvres hémorragiques virales ou la variole. Merci professeur. Le temps de se changer, je vous propose de rejoindre une de nos équipes qui a suivi pendant 24 heures des unités embarquées au programme Surveillance et sauvetage terrestre et maritime. 24 heures sur 24, tout au long de l'année, des moyens aériens des 3 armées sont placés en alerte. Ils sont en mesure de porter assistance à un voilier en détresse ou à la population lors de catastrophes naturelles ou d'inondations. Focus sur l'escadron 144 de la base aérienne 126 de Solenzara, en Corse. En permanence, un équipage et un hélicoptère sont en alerte pour assurer la mission SAR, Search and Rescue, recherche et sauvetage. On se dirige sur notre zone de travail pour effectuer un entraînement au sauvetage maritime en pleine eau, de manière à assurer, dans les conditions optimales de sécurité, les interventions de sauvetage maritime. Le Super Puma survole à vitesse réduite sa zone de recherche. La victime est repérée, la phase de récupération peut débuter. Quand on est mis en alerte, on a une poussée d'adrénaline, on a envie de mettre en application ce qu'on sait faire. On n'a pas la peur, on a envie d'aller de l'avant, on se sent fort. Le naufragé, souvent en état de choc, est sécurisé, rassuré, brancardé et litreuillé. L'équipe médicale est prête à intervenir si besoin. Eh bien écoute, ma filière est prête, j'ai préparé mon route. Merci. La manœuvre est délicate. C'est le treuilliste de l'équipage qui est aux commandes. Il guide les pilotes, gère le treuillage et assure l'interface entre pilote et plongeur. Les opérations de sauvetage en mer sont périlleuses et un entraînement régulier est indispensable. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut sans arrêt s'entraîner de manière à conserver les aptitudes. Et ce n'est pas parce qu'on a su faire que l'on sait toujours faire, donc il faut maintenir en condition les personnels systématiquement. C'est pour ça qu'il faut faire des heures et faire des entraînements et le resituer dans un contexte réaliste. Il faut toujours rester conscient de la limite à ne pas franchir pour ne pas mettre en péril tout l'équipage pour une personne. Et pour autant, on ira faire le maximum pour sauver ces gens. La complexité d'un sauvetage en mer est directement liée à la météo. Mer démontée, plafond bas, manque de référence. Le facteur nuit apporte une difficulté majeure supplémentaire. Ce qui me fait vibrer dans ce métier, écoutez, c'est cette adrénaline de la mission, évidemment. Et le rôle du commandant de bord lors d'une mission, c'est de savoir tirer la quintessence de son équipage et d'obtenir le maximum de ses experts. Être toujours à l'écoute et pour autant savoir trancher. Je vais arrêter l'enmontée, j'ai arrêté le ballon. Je reprends l'enmontée. Plongeurs sont à marche pied. En 2013, l'escadron 144 de Solenzara a assuré 31 interventions et secouru 17 victimes. Les forces armées sont prêtes à intervenir pour secourir des personnes en perdition. Pilotes, sauveteurs-plongeurs, treuillistes, médecins et infirmiers, ces femmes et ces hommes sont formés pour parer aux risques et interviennent à la demande des autorités politiques aux côtés des acteurs civils.
Bégin est l'hôpital militaire référent en termes de maladies infectieuses et bien sûr, le laboratoire a toute sa place dans le dispositif. Bonjour professeur, je vous dérange. Alors quel type d'analyse peut-on faire ici? Donc on peut rechercher dans ce laboratoire à la fois des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, par des techniques classiques de culture ou d'immunologie, mais aussi par des techniques modernes de biologie moléculaire. Et je sais justement qu'il y a un laboratoire P3. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 qui permet de manipuler en toute sécurité des micro-organismes considérés à risque, soit parce qu'ils peuvent être contagieux, mais aussi pour des micro-organismes qui pourraient être utilisés sur le territoire en cas d'attaque bactériologique. On pourrait, dans ces laboratoires, effectuer le diagnostic en toute sécurité. Merci beaucoup et je ne vous retiens pas plus. Un engagement permanent, c'est aussi partir pendant plusieurs mois sur court préavis. Comment les familles s'organisent-elles quand un proche est en mission? Des éléments de réponse. De l'Afrique aux Balkans, de l'Asie centrale au Moyen-Orient, les armées françaises ont vu leurs engagements se multiplier. Soldats, marins, aviateurs ont fait le choix de servir leur pays en tout lieu et à tout moment. Leurs familles vivent cet engagement au quotidien. Marie-Isabelle, maman de 5 enfants, est mariée depuis 17 ans à Thomas, militaire dans l'armée de terre. En novembre 2013, à l'heure d'astreinte, il est projeté en Centrafrique en 5 jours. À Paris, Marie-Isabelle mène alors sa propre mission, gérer la vie de famille au quotidien, malgré l'absence prolongée du père. Donc ce qui est difficile, en fait, c'est d'être à l'écoute d'eux 100% du temps, tout le temps. Et c'est là aussi qu'on voit qu'un papa, même s'il est peu présent dans la semaine à cause d'un rythme de travail intense, il a son rôle à jouer. À l'heure du déjeuner, Jean parle de son papa. À 6 ans, le dernier des garçons est habitué au départ en mission. Je crois que c'était celle que vous avez dans la main. Il me manque beaucoup et puis c'est compliqué de le voir plus tous les matins avec maman pendant le petit-déj. C'est ça qui te manque le plus? Oui. Est-ce que tu es fière quand même de ce qu'il fait comme métier? Oui. Parce que si il voulait faire ça, moi je suis fière pour lui. L'un des moments attendus de la journée, c'est le coup de téléphone depuis Bangui. Je te passe papa. Coucou. C'est normal qu'il est au parleur. Bonjour mon lapin, comment vas-tu? Très bien. Quelques banalités échangées qui suffisent pourtant à maintenir le lien familial malgré la distance. Tu passes Adrien. Comment vas-tu? Très bien et toi? En 2013, près de 20 000 militaires, hommes et femmes, ont été déployés hors métropole. Je te fais un gros bisou. Ouais, je t'embrasse aussi. On va bien la couvrir et puis je vais vous mettre la main chauffante. On a fait ça aussi. L'hôpital répond donc aux besoins des armées et à ceux de la population environnante. 84% des patients sont civils et c'est dans la chambre de la petite Elisa qui a tout juste quelques heures que je vous dis au revoir. Merci au service de santé des armées pour son accueil. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag JDEF. Et puis bien sûr, à très vite pour un nouveau numéro du Journal de la Défense.